Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série d'histoires de guide. Nous embarquons pour quelques épisodes sur l'histoire du tatouage autour du globe. Nous étions tous tatoués bien avant que les explorations scientifiques ne l'attestent. Et nous sommes toujours tous tatoués car le tatouage est aujourd'hui une activité globalisée qui réunit dans une même communauté de pratiques rituelles, artistiques et commerciales des peuples de tous les continents. Nous commençons notre périple non par un continent, mais par un pays qui est celui du soleil levant. L'histoire du tatouage japonais remonte à fort longtemps, même si dans notre imaginaire populaire, on ne s'arrête qu'à l'idée du tatouage yakuza qui est plutôt récente. Si l'on veut avoir un panorama complet de cette culture, il faut remonter jusqu'à la période Jomon ou Yayoi. De ces époques, on conserve de petites statuettes de terre cuite sur lesquelles on trouve des motifs évoquant des peintures corporelles, des tatouages et même parfois des scarifications. Sur les Haniwa, qui sont des figurines funéraires de terre cuite présentes dans les tombes des empereurs du Japon antique, on observe des sillons tracés de la base des yeux aux joues ainsi qu'autour du nez et de la bouche. Selon le Jishiwa Jinden, que l'on traduira par Histoire du royaume des Wei, un ouvrage chinois du IIIe siècle qui évoque le Japon, les hommes et les femmes de tous âges avaient le visage tatoué. D'après ce livre, cette pratique était à l'origine adoptée par les pêcheurs et les chasseurs de coquillages pour se prémunir des attaques de requins, avant de se généraliser pour des motifs purement esthétiques. Ensuite, le tatouage se fait plus discret entre le 7e siècle et l'époque d'Edo. Edo, qui est la ville principale japonaise entre les 17e et 19e siècles. Aujourd'hui, il s'agit de Tokyo. Les ouvrages historiques mentionnent des gens tatoués autour des yeux qui sont apparentés à des repris de justice, des personnes situées en bas de l'échelle sociale ou des membres qui appartiennent à des minorités ethniques opprimées. Et puis, il ne faut pas oublier les îles d'Okinawa et de Hokkaido, dont le tatouage faisait partie des coutumes des femmes et des ethnies. Il recouvrait principalement l'arête des doigts et le dos des mains. Chez les Aïnoué de Hokkaido, ils étaient portés autour des lèvres, sur les avant-bras et au dos des mains. Les motifs évoquaient alors des rubans. Ces tatouages étaient plutôt des marques de féminité, mais ils participaient également à des rites de passage comme la puberté ou le mariage. Et certaines femmes d'Okinawa pensaient d'ailleurs qu'il était impossible d'accéder à l'au-delà sans être tatouée. Au début de l'époque d'Edo, entre les XVIIe siècle et XIXe siècle, plusieurs corps de métier arborent des tatouages pour remplacer les vêtements qu'ils n'ont pas en travaillant, comme c'est le cas avec les coursiers, les ouvriers, les pompiers. Et ces corps de métier sont très reconnus dans la société car ils améliorent la vie du quartier. Donc, pour les remercier, on payait leurs tatouages et ils étaient plutôt bien acceptés. A l'inverse, cette pratique est fortement condamnée au sein de la classe guerrière. Et puis, c'est l'époque des principes confucianistes qui s'emparent de la société. Il faut donc préserver le corps de toute dégradation puisqu'on le reçoit de nos parents. En fait, c'est une sorte de piété filiale qui se met en place. Le tatouage suscite alors à la fois le rejet et l'admiration. À partir de l'an 8 de l'ère Bunka, en 1811, le gouvernement édicte plusieurs lois restrictives à l'encontre de celui-ci, et ça sera qu'un début. Si l'époque d'Edo correspond à l'âge d'or du tatouage japonais, la réglementation se durcit entre 1872, qui est l'ère Meiji, et 1948, l'ère Showa, et la loi finira même par interdire le port du tatouage. Les tatoués écoperont d'une amende et de quelques jours de prison et seront surtout étroitement surveillés. Et malheureusement, lorsque les îles d'Okinawa et de Hokkaido rejoignent le territoire japonais durant l'ère Meiji, elles sont également soumises à la prohibition. Le tatouage éveille les suspicions et devient un art secret. Et c'est justement parce qu'il est du domaine du cachet, de l'ombre, qu'il va à l'encontre des bonnes mœurs et de l'ordre public, que le tatouage émerveille et ses adeptes donnent ainsi une conception très particulière de la beauté. C'est la nature secrète qui lui confère son sens profond et on peut penser que la répression a encore renforcé cette idée. Avoir enduré la douleur des aiguilles en secret, c'est vraiment perçu comme une marque de dignité au Japon. Et faire compulsivement étalage de ces tatouages, c'est considéré comme étant vulgaire. Par la signature des traités Hensei en 1858, le Japon s'engage à ouvrir ses ports à plusieurs pays étrangers, comme la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Hollande. Le port de Yokohama devient le point de rassemblement de la communauté étrangère, qui, elle, n'est vraiment pas concernée par la loi de 1872 interdisant le tatouage. Marins, soldats, marchands et touristes deviennent alors la nouvelle clientèle des tatoueurs et leur dextérité va ainsi gagner une réputation internationale.
Pour la petite anecdote, après le passage du prince Alfred d'Angleterre sous les aiguilles d'un tatoueur de Yokohama, les princes Albert Victor et George, qui est le futur roi George V, mettront plusieurs fois dans l'embarras les autorités japonaises qui seront obligées de satisfaire leurs demandes répétées. Malgré l'interdiction, les maîtres tatoueurs continuent à transmettre leur savoir. La profession s'organise doucement, mais elle résulte toujours de la réunion de plusieurs compétences. Et c'est à la fin du 19e siècle, à Tokyo, que des tatoueurs comme Hori Iwa ou Horyuno Ier vont ouvrir la voie au regroupement des savoir-faire. Il faudra attendre la défaite du Japon en 1945 pour que l'histoire du tatouage prenne un nouveau tournant. Mais avant de vous en parler, on va faire un petit point sur cette esthétique d'avant-guerre du tatouage traditionnel. Le tatouage japonais se distingue par l'appellation Horimono, qui veut dire image gravée. Il s'agit de l'ensemble des styles, mais il existe une multitude de styles comme vous vous en doutez, dont le fameux Iezumi. L'Irezumi, c'est connu dans le monde entier, on va dire, via l'image des Yakuza. Il recouvre de larges parties du corps, voire son intégralité, et il peut s'étendre du cou jusqu'au bas des fesses, sur la poitrine et sur une partie des avant-bras. Et en général, il faut couvrir le corps entier de motifs figuratifs. Au début de l'époque d'Edo, c'est une pratique à laquelle se livraient les prostituées avec leurs clients. Quand il arrivait que l'un et l'autre se jurent fidélité, chacun se faisait tatouer un grain de beauté à l'endroit où le pouce de l'autre venait se loger lorsqu'il se tenait la main. À l'époque d'Edo, les tatoueurs font ressortir les personnages à l'aide de contours épais, tout en exagérant les proportions des visages et des mains afin de renforcer l'équilibre de la composition. Et le spécialiste du tatouage d'avant-guerre Haruo Tamabayashi a répertorié de nombreux motifs comme des héros légendaires, des personnages féminins, des animaux, des figures religieuses. Concernant la technique, les principaux outils sont l'aiguille et l'encre. Ça va de soi. Les aiguilles sont nouées à un manche de bambou et disposées en une ou deux rangées selon le nombre, qui peut varier de moins d'une dizaine à une cinquantaine d'aiguilles. On en distingue deux types, celles qui sont utilisées pour les dégradés et celles utilisées pour les contours. Concernant les couleurs, les utilisations les plus fréquentes sont le noir, le rouge, le vert et le blanc, et on les obtient en général en mélangeant des encres solides à de l'huile ou de la colle d'origine animale, ou en broyant des minerais, ou en récupérant l'oxydation du cuivre. Les tatoueurs utilisent également des pinceaux à poils assez épais, de l'eau pour diluer l'encre et une pièce de tissu pour essuyer la peau. Maintenant que l'esthétique traditionnelle japonaise est un peu plus claire, on va revenir à l'histoire pour comprendre comment le métissage s'est opéré au fur et à mesure pour inspirer les artistes tatoueurs contemporains. Après la défaite de 1945, le gouvernement d'occupation américain fait prendre vraiment un nouveau tournant à l'histoire du tatouage japonais parce qu'il va le considérer comme un art indigène à préserver. Et il va révoquer en 1948 l'interdiction de Meiji. Et puis, en 1950, c'est une véritable révolution technique qui s'opère parce que les maîtres tatoueurs qui utilisaient alors le tebori, cette technique manche de bambou et faisceau d'aiguille dont on vient de parler, eh bien, ces maîtres tatoueurs vont découvrir la machine à tatouer. Et vous imaginez bien que cela va diviser les cercles d'initiés. D'un côté, les traditionalistes, qui sont adeptes du tout à la main, et les progressistes séduits par les qualités de l'outil comme la précision du trait, la rondeur des courbes et bien sûr la rapidité de l'exécution. C'est l'époque où les fameux Yakuza fournissent une importante part de la clientèle pour s'exercer. En mettant la main sur le marché noir dans le chaos de l'après-guerre, ils ont assurément les moyens de s'offrir ces tatouages grand format. Et dorénavant, pour la plupart des Japonais, le tatouage est systématiquement associé au crime organisé. C'est en 1970 que l'on observe un réel tournant dans l'art populaire du tatouage, et ce, grâce au tatoueur Jiffy Oiide, qui débute une correspondance avec le tatoueur américain Sailor Jerry, installé sur l'île d'Hawaï. Ils s'échangent des techniques, des motifs, et ils vont faire naître une relation qui va changer la connaissance du tatouage japonais aux USA et inversement. Sailor Jerry est le premier à synthétiser le meilleur de ces deux styles, et il est le premier aussi à proposer une version complètement aboutie du tatouage japonais par un occidental, qui va donc influencer bon nombre de générations futures. C'est à partir des années 90 que les tatoueurs comme Sabado ou Scratch Addiction ouvrent des street shops modernes, signalés par des enseignes et prêts à accueillir une clientèle de passage. C'est un grand changement puisque, en parallèle, vont subsister les petits studios cachés des traditionalistes, dont l'adresse va se transmettre sur recommandation.
Et aujourd'hui, eh bien au Japon également, la nouvelle génération de tatoueurs surfe sur les tendances en s'inspirant des styles tribal, old school, etc. La presse va s'intéresser de plus en plus à cet art et des magazines entièrement dédiés au tatouage vont émerger. Et en 1999, la première convention de tatouage de Tokyo est organisée. Néanmoins, le tatouage demeure tabou. Même si le style traditionnel est encensé à l'étranger, il reste associé au crime organisé dans ce pays, on l'a vu. On note par exemple toujours des interdictions faites aux tatoués, comme l'entrée de certains bains publics, des salles de sport ou même des hôtels. Un des exemples les plus frappants, c'est celui du maire de la ville d'Osaka qui a ordonné une enquête en 2012, imposant un questionnaire à 34 000 employés de la ville pour déterminer s'ils portaient des tatouages. Celui-ci considérait en effet qu'ils étaient incompatibles avec une activité de service public. Si les employés portaient des tatouages, il leur demandait de les retirer ou alors de chercher un autre travail. La plus récente affaire à propos des tatouages date de 2017. Un tatoueur, Taiki Masuda, a vu son salon perquisitionné sans vraiment d'explication. Les autorités avaient annoncé un manquement à la loi précisant que la pratique du tatouage était réservée aux professionnels de santé. Suite à ça, il a mis en place une campagne qui s'appelait Sauver le tatouage pour redorer justement l'image de ce métier. Et le procès s'est clôturé sur une victoire de Taiki Masuda. Si cela n'avait pas été le cas, les tatoueurs japonais auraient alors vu une interdiction massive de pratiquer leur art. La culture du tatouage japonais a su tirer parti de circonstances historiques défavorables pour s'épanouir. Et si le public s'émerveille devant le savoir-faire des tatoueurs et la beauté des lignes qu'ils tracent, il faut espérer qu'il prendra aussi le temps de pénétrer cette esthétique du secret et d'en saisir alors toute la profondeur.